Salut les amis, alors ce matin on fête ensemble la 200e des tutos du Sensei, une aventure qui dure depuis bientôt 4 ans et qui a dépassé en février dernier les 325 000 vues. Vous le savez, les tutos du Sensei ont pour vocation de traiter des sujets majoritairement intemporels qui vont glaner petit à petit au fil des mois de plus en plus de vues et dépasser les 300 000 vues pour des sujets souvent pointus, c'est une petite victoire pour la culture martiale et d'ailleurs une victoire que je vous dédie parce qu'à l'heure où la bêtise règne vraiment en masse sur les réseaux sociaux, vous persévérez dans le combat pour la connaissance et ça c'est plutôt cool. Alors pour fêter cette 200e ensemble, je vous propose ce matin une petite immersion dans la fabrication des tutos du Sensei. Vous risquez d'être surpris parce que derrière ces petites vidéos sympathiques hebdomadaires se cache un travail de fond qui a pour but de respecter un public exigeant, vous. Allez, on voit ça ensemble. La célèbre Claire Chazal annonçait récemment qu'elle œuvrait désormais sur YouTube. Elle expliquait que ce média lui offrait une liberté éditoriale qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Eh bien, à mon niveau, j'ai fait ce choix il y a 4 ans. Comme vous le savez, en tant que rédacteur, reporter vidéaste, j'ai travaillé pendant 20 ans pour les plus grands éditeurs martiaux d'Europe. C'est long 20 ans. Je suis passé de Karate Bushido avec tout son pôle de presse à Yashima, au géant VP Masberg. J'ai réalisé plus d'une 150aine de vidéos, de DVD, de reportages à travers le monde. C'est long. Donc ça m'a permis de me faire mon expérience, mais au fil des années, avec l'expansion d'Internet, il y a eu un véritable déclin de la presse et du DVD. Donc forcément les éditeurs sont obligés de se recentrer sur des sujets beaucoup plus consensuels. Pour faire vendre, il faut parler au plus grand nombre et ce sont des choix pour lesquels j'ai été en tout cas de moins en moins motivé. Et bien afin de retrouver ma liberté d'action, ma liberté éditoriale, j'ai tout stoppé avec pour idée d'œuvrer sur YouTube, mais sans forcément savoir comment faire à mes débuts. Et bien en fait à cette époque c'était le Covid et il était impossible de donner des cours au dojo. J'ai donc décidé de faire vivre mon club à travers 3 vidéos hebdomadaires, des visios. Ça m'a fait faire plus d'une 50aine de visios. J'ai donc acheté du matériel de transmission en live pour incruster des images en temps réel et utiliser la vidéo pour montrer des choses qui ne pouvaient pas vraiment se transmettre en dojo. J'ai découvert ce que c'était que de préparer un propos destiné à la vidéo. D'un point de vue pédagogique, ça m'a fait revoir entièrement mon enseignement et ces vidéos, en fait, m'ont mis le pied à l'étrier. Finalement, quelques mois plus tard, les tutos du Sensei sont apparus et au fil du temps, ont pris la forme que vous leur connaissez et qui est aussi donc désormais disponible sur le site dédié lestutosdusensei.com. Alors concernant la ligne éditoriale de la chaîne, vous l'aurez remarqué, je fais ni de polémique, ni de putaclic, je ne fais pas de politique fédérale, j'essaie de ne pas donner mon avis et je tente en tout cas de faire des vidéos intemporelles qui peuvent être vues n'importe quand par n'importe qui. Je m'impose surtout dans cette ligne éditoriale 3 obligations. La première, c'est de faire des sujets réfléchis, des sujets qui sont sourcés et qui sont vérifiés, comme en journalisme. J'essaye en tout cas au mieux dans les 200 vidéos qui ont été faites de ne pas faire la même chose et on peut aimer ou ne pas aimer mais on pourra rarement me dire que ce que je dis au fil des vidéos est faux. La deuxième obligation, et ça pour moi c'est très important, c'est une question d'honneur, toutes les images que vous pouvez voir sur la chaîne doivent venir de moi. Je suis vidéaste donc je me dois de filmer, je me dois de tourner les images que je vous montre. Je ne vais pas récupérer des images qui ne m'appartiennent pas pour faire des vues avec. La troisième obligation que je m'impose, c'est que ça ne doit jamais remplacer un cours en dojo avec votre professeur. Ça doit compléter un enseignement, mais ça ne doit pas substituer, en tout cas se substituer à l'enseignement que vous pouvez avoir auprès de vos profs. Alors concernant la typologie des tutos, elle est plutôt simple, c'est pas parce que je sais faire quelque chose que je dois le montrer, c'est pas parce que j'ai un espace d'expression que je dois dire tout et n'importe quoi. Le jour où je n'aurai plus d'idées pour faire des tutos, j'arrêterai tout simplement de faire des tutos. J'ai la chance d'avoir une chaîne qui fonctionne bien, qui fait des millions de vues avec des vidéos que j'ai pu filmer et ramener du Japon, des vidéos de kata, des vidéos de reportage. Ça me permet en fait, en décalé de toutes ces vues, de proposer des vidéos beaucoup plus marginales. Lorsque je traite du karaté et de l'UNESCO, lorsque je traite des galeries d'art ou même certains sujets par exemple comme les groupements privés qui font des jeux similaires aux Jeux Olympiques, eh bien je vous ai proposé quand même beaucoup de vidéos. Je sais d'avance que ces vidéos vont faire quelques dizaines, quelques centaines de vues, peut-être à terme 1 ou 2 milliers de vues, mais pas plus. C'est pas ça qui va faire vivre la chaîne et je le sais d'avance. Par contre, pour moi, c'est beaucoup plus important de proposer des bases de données fiables pour des gens qui pourraient se poser la question et qui pourraient vouloir trouver les réponses.
Alors voyons maintenant ensemble comment techniquement sont faits les tutos. Il y a 5 phases différentes et ça commence par l'idée, la conception. Comment trouver la bonne idée, comment trouver le bon sujet. Souvent, l'idée me vient soit de mes expériences, c'est-à-dire de mes voyages, des expériences en tant que reporter ou en tant que pratiquant. Ça peut aussi venir de mes statuts, par exemple de mon rôle à l'école de formation au sein de la fédération, pour pouvoir diffuser des informations sur les filières de formation, par exemple. Ça peut venir de mon dojo, de mon club. C'est moi en tant qu'enseignant qui me pose des questions sur la transmission de certains sujets, parfois des questionnements de mes élèves, parfois simplement des questions qui me popent dans la tête et je pars du principe que si ça m'interroge, ça devrait normalement quelque part dans le monde interroger quelqu'un, donc je peux commencer à travailler une ressource de cette façon-là. Principalement, j'essaye de varier les sujets, de pouvoir créer des sujets légèrement différents pour pouvoir toujours créer la surprise. Le but, c'est de traiter des choses auxquelles vous n'auriez pas systématiquement pensé. La deuxième phase, c'est la phase d'écriture. La phase d'écriture, c'est la phase la plus longue, clairement. C'est parfois plusieurs jours d'écriture, voire parfois plusieurs semaines d'écriture pour un petit tuto de 10 à 20 minutes. J'essaye toujours d'écrire des tutos qui vont durer de 5 à 10 minutes, mais on l'a vu l'an dernier, hein, il y a des sujets très gros, très lourds, très importants qui prennent une demi-heure. Et pour ça, il faut trouver les informations, il faut les recouper, ces informations-là, il faut les sourcer, il faut les vérifier. Il ne faut pas se contenter que d'une seule source, bien évidemment. Et puis après, il faut commencer à créer son tuto, c'est-à-dire à compartimenter, à créer ses chapitres, à créer un intérêt narratif. Donc ça peut prendre énormément de temps. La troisième phase, ça va être la phase de tournage. Donc ça, c'est, on va dire, la phase la plus fun. Lorsqu'on a tout écrit, tout préparé, hop, on se met devant la caméra et on filme. Donc pour ça, j'ai la chance d'avoir le dojo à l'étage qui est transformé en studio donc depuis maintenant presque 4 ans. Et on a donc plusieurs espaces. On a le tournage classique, comme celui dans lequel je me présente, avec le fond traditionnel japonais. On a aussi un espace qui est désormais la cabine d'essayage du net, consacrée donc aux arts martiaux. Et on a les focus, qui est un petit peu dans le même espace, mais les focus ont une image beaucoup plus contrastée, avec des couleurs un peu plus self-défense, un peu plus dynamiques. Et pour ça, j'ai aussi plusieurs caméras. J'ai des travelling, j'ai différentes lumières, j'ai différents décors, j'ai différentes choses comme ça, mais surtout j'ai une caméra qui a un tracking actif et qui va me permettre en fait de me suivre, de dynamiser toutes les vidéos focus pour être beaucoup plus dans l'action. Les vidéos de cabine ont une image beaucoup plus clean, beaucoup plus laiteuse, beaucoup plus pastel pour pouvoir bien présenter les produits et être quelque chose d'un petit peu statutaire. Et puis on a les vidéos des tutos où de temps en temps j'envahis un petit peu plus à droite, plus à gauche, plus certains espaces en fonction de ce que je vais présenter et qui sont beaucoup plus classiques, un petit peu cinématographiés pour que ce soit plus agréable à regarder. Alors la quatrième phase, c'est la phase du montage. Alors vous l'aurez remarqué en regardant les vidéos des tutos du sensei, le montage est très particulier, ça fait partie de la ligne éditoriale. J'évite, je ne supporte pas, je ne veux pas de montage épileptique, de surmontage avec des coupures, des zooms, des choses comme ça, avec le côté un peu blagueur. J'essaie de faire quelque chose d'un peu classique, avec, si possible, une vidéo qui est faite en une seule prise. Ça m'oblige à apprendre parfois des pages entières, ça m'oblige à me concentrer sur un sujet, ça m'oblige à me faire quelques mots-clés pour pouvoir ne rien oublier, mais ça m'oblige surtout en fait, à délivrer un message comme si vous étiez avec moi dans un dojo lors d'un cours. On est ensemble, on est une sorte de petite masterclass privée, et puis on parle, on discute d'un sujet ensemble. Le but, c'est un petit peu d'avoir cette proximité-là par le biais de fournir une seule et unique vidéo sans coupure, sans montage. C'est parfois compliqué, ça m'oblige justement, moi, à connaître parfaitement mon sujet avant d'en parler. Et ça fait partie de la ligne éditoriale. Le montage, c'est aussi le choix de rendre l'image pour certaines, on va dire un peu, entre guillemets, sexy. C'est-à-dire qu'il faut améliorer un petit peu les couleurs, il faut que ça puisse intégrer certains visuels. Par exemple, l'été dernier, pour les tutos des Jeux Olympiques, il y a eu plus de 50 inserts visuels dans un seul et même tuto. Ça veut dire qu'il faut que je récupère toutes les images, que je m'assure des droits, que je détourne les logos, que je puisse faire des inserts, que je puisse aménager aussi parfois de la vidéo, c'est-à-dire recouper, remonter, aller chercher des vidéos spécifiques pour pouvoir vous les proposer. Donc tout ça, ça prend du temps et ça intègre aussi la musique, majoritairement la mienne. C'est-à-dire que ce sont les musiques que j'avais réalisées lors des reportages pour les différents éditeurs sur lesquels j'ai pu travailler au fil des années. Donc faisant moi-même les propres musiques dans mon studio de MAO, la plupart des musiques qui vous sont proposées viennent de moi ou pour certains génériques ou pour certaines musiques de French Fuse qui a proposé des musiques de libre de droit à partir du moment où leur nom apparaît au générique de fin.
Donc ça m'a permis d'utiliser aussi certaines de leurs musiques car c'est un groupe que j'aime particulièrement bien. Et la dernière phase de conception des tutos du sensei, c'est la programmation. C'est une phase qui est assez importante en fait. Tous les tutos se passent par session. Certes, la phase d'écriture dure tout le temps. Ça veut dire que je suis toujours en train de rechercher ou de travailler sur des sujets. J'ai des fichiers qui comportent plus d'une dizaine de sujets différents sur lesquels je travaille simultanément pour pouvoir rechercher, glaner des infos, obtenir des autorisations, ce genre de choses. Donc ça prend du temps. Mais tout ce qui va toucher au reste, je le fais par paquet, par session. Par exemple, lorsque j'ai des journées de libre, j'installe les studios et je vais filmer 3, 4, 5 tutos à la suite. Vous avez dû vous en rendre compte en fait qu'en 4 ans, les tutos ont démarré de manière timide et aujourd'hui, il y a un site internet qui est dédié. Aujourd'hui, je vais dans différentes galeries, par exemple, pour faire des reportages en immersion. Je fais appel à des experts pour faire des interviews, comme avec Nota Bene le mois dernier. Il y a des nouvelles vidéos qui sont arrivées. Depuis l'an dernier, on a les cabines d'essayage du net avec, pour la première fois de son histoire, dans cette chaîne-là, un partenariat qui est fait avec karategi.fr, le premier équipementier français. Donc, ça va aussi dynamiser dans les semaines et les mois qui viennent les cabines d'essayage du net parce que vous allez avoir de nouvelles tenues qui seront testées spécifiquement pour vous. Et on a aussi donc ces vidéos focus qui permettent de faire un zoom sur des petits détails, des petits points. Ça, à l'heure actuelle, la chaîne se développe énormément, mais pour l'avenir, pour les tutos qui vont venir, tant qu'il y a des choses qui seront intéressantes à faire, elles seront faites et on le fera ensemble. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire à dans 10 ans. Ça se trouve, la chaîne, elle aura peut-être une toute autre image. Mais je voulais en tout cas vous présenter ce matin pour la 200e quelques images de la fabrication, de comment ces tutos sont faits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais très bien d'avance que ça fait partie des vidéos qui ont très peu de vues en vérité. Je m'y attends. Mais c'est pas grave, ça me semblait sympa en tout cas pour les plus fidèles, les plus passionnés, ceux qui aiment les sujets, ceux qui aiment se torturer l'esprit un petit peu, en tout cas essayer de pousser la transmission, ne serait-ce qu'envers leurs élèves. Voilà, ça me semblait intéressant que vous puissiez avoir la démarche qui est derrière les vidéos que vous pouvez voir toutes les semaines et essayer de garder en tout cas la meilleure bonne humeur possible ensemble pour les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié, ce que vous en pensez, si vous de votre côté ça vous sert, si vous avez aussi pourquoi pas une démarche un petit peu similaire, ne serait-ce qu'en vrai. La conception des tutos du sensei est très similaire à la conception d'un plan de cours lorsque vous allez donner un cours à vos élèves. Vous travaillez votre sujet, vous le compartimentez, vous travaillez la forme et puis après vous travaillez les canaux de transmission avec des méthodes pédagogiques. Mais en gros c'est un petit peu la même chose. Et vous testez un petit peu la réception de vos élèves. Donc c'est un petit peu le même schéma. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous faites ce genre de choses et de quelle façon. Ça m'intéresse beaucoup pour le coup de vous connaître. C'est une petite communauté qui s'est formée au bout de 4 ans, j'en suis vraiment très fier, je vous l'ai déjà dit au fil des années, mais les commentaires sous les vidéos sont toujours très intéressants, sont toujours très instruits et je trouve ça vraiment très cool de pouvoir vivre cette petite aventure avec vous. Je vous dis portez-vous bien, à la semaine prochaine, allez ciao.